Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S702 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 septembre 2023. Nous sommes toujours avec Damien Bernal pour notre grande émission dédiée au marché de la photo. Cette semaine, exceptionnellement, pas de débrief. On vous propose plutôt de sortir la boule de cristal et d'essayer de prédire l'avenir pour savoir quels seront les futurs boîtiers et ou optiques qui vont voir le jour dans les semaines, les mois, voire les années à venir. Madame Irma 2023 vous est présentée cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bon les gars, je vous mets dans une petite ambiance boule de cristal, hein, donc on essaye de se projeter à l'intérieur d'une caravane un peu glauque devant un voyant, et on va essayer de prédire nos envies ou ce qui devrait en toute logique arriver dans le futur pour les différentes marques. Et je vous propose qu'on commence avec Canon. Je te donne la parole, Damien. Qu'est-ce que Canon va faire dans les mois, les semaines ou les années à venir, selon toi ? Canon, c'est quand même assez simple, hein. Il leur manque le Canon R1, ça on en a parlé tout à l'heure, mais un concurrent à haute définition, en fait, un capteur empilé haute définition qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Je pense qu'ils ont bien exploité la génération de composants qu'ils ont actuellement, qui a été introduite de mémoire, hein, avec les Canon R6 et les Canon R5. Et probablement que ce Canon R1, je pense qu'il va inaugurer des nouveaux composants qui vont démarrer une nouvelle génération, je pense. Et évidemment, Canon R5 Mark II. Et je pense que lui, il va probablement utiliser les nouveaux composants, je pense. Parce que sinon, il serait arrivé avec le Canon R6 Mark II. Est-ce qu'on fait un petit pari sur la def du R1 ? Est-ce que c'est un pari ou est-ce que c'est un souhait ou est-ce que c'est un fantasme Tu dirais quoi, toi, Damien ? 45 ou 50. Moi, je vois pas. Ouais, tu vois pas plus. En fait, il faut rester raisonnable. C'est pas juste un appareil pour se faire plaisir ou pour avoir des grands chiffres. Il va être utilisé par des professionnels à longueur de journée. Quelqu'un qui est dans un stade de foot qui fait une rafale à 60 images par seconde, il n'a pas besoin de 100 millions de pixels, quoi. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Je vois aussi une définition entre guillemets raisonnable, parce que ça l'est déjà plus trop, avec éventuellement un mode pixel shift qui permet d'aller bien au-delà pour certains usages. Mais il ne faut pas oublier que les principaux photographes qui sont intéressés par cet appareil, ce qu'ils veulent, c'est publier des images dans l'urgence, dans la foulée de la prise de vue le plus souvent. Donc des JPEG de 100 millions, c'est pas sûr que ça fasse le taf. Ok. On passe à Fujifilm. Qu'est-ce que Fujifilm devrait ou est en train, selon vous, de nous concocter ? Benjamin, je te donne la parole. Qu'est-ce qu'ils sont en train de concocter ? Alors ça, malheureusement, on n'en sait rien. Mais on en a beaucoup parlé. Le X105 est en rupture d'approvisionnement. Alors évidemment, on a vu aussi la stabilisation se généraliser sur les boîtiers X, à la fois moyen format chez les GFX et sur les X au format APC. Donc, en tout cas, moi, je verrais d'un bon œil l'arrivée d'un nouveau X100 avec un capteur, pourquoi pas de 40 millions de pixels du XT5 et un système de stabilisation. En conservant l'ergonomie qui est déjà très aboutie, ça pourrait être très sympathique. Ou alors d'un X Pro 5, voilà, qui serait, ma foi, enfin X Pro 4 même, puisqu'il n'y a pas eu de 4 pour l'instant. C'est ça que je verrais bien arriver chez Fuji, ou que j'aimerais bien plutôt voir arriver chez Fuji. Damien, qui toi doit avoir un bon feeling sur la stratégie de Fujifilm, comment tu sens les choses ? Je pense que la priorité, c'est de renouveler le XT30 avec un XT40. On a eu le XS20 qui est en fait le pendant du XT30 mais avec une ergonomie PASM, alors que le XT, lui, il a les fameuses molettes et l'ergonomie qu'on aime chez Fujifilm. Donc je pense que là, maintenant, ils ont le XS20, ils vont le décliner en XT40. Je pense que c'est vraiment le truc logique qui devrait arriver là. Oui, il y a un XT30 Mark II qui existe, mais bon, qui apportait pas grand-chose par rapport au premier XT30. Donc c'est vrai, tu as raison, ça, ce sera en tout cas logique. Bon, allez, je relance la petite ambiance Madame Irma et on continue avec Leica. Alors là, on a des indices pour le coup que nous a donné Cyril. Selon vous, l'avenir de Leica dans les mois, les années à venir, c'est quoi, Benjamin ?
L'avenir de Leica, ça va être un ruissellement technologique avec l'AF vu chez Lumix. Donc on l'a déjà vu sur le Q3. Damien en a parlé au cours de l'émission. Il serait logique de voir arriver un Q3 monochrome par rapport à l'histoire de... Je veux bien mettre un billet là-dessus. Je pense qu'on peut. Moi, je vais aller faire part d'un fantasme. Pour le coup, moi, j'ai commencé avec un Leica CL argentique. Et j'aurais beaucoup aimé qu'il décline ce M du pauvre, comme on le qualifiait à l'époque, en version donc aujourd'hui télémétrique, mais numérique. Il a existé. Et donc un CL. Oui, mais un CL APS-C. Ouais. Là, je parle d'un CL 24-36. Et ça, je trouverais ça plutôt sympathique, ne serait-ce que pour aller enquiquiner un petit peu la 7C2 de Sony en entrée de gamme plein format. Moi, je pense que si on reste dans les projections tout à fait plausibles, on va avoir un M11R qui devrait naturellement aussi pointer le bout de son nez. Et je pense que ce serait malin et stratégique que Leica sorte une 3e génération de son système SL. Damien, toi, t'aimerais quoi de la part de Leica ? Alors moi, je suis un utilisateur convaincu du nouveau Leica Q3, donc évidemment un Q3 monochrome, mais c'est vrai qu'ils sont passés au capteur de 61 millions de pixels, qui n'est pas non plus une définition passe-partout. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent une déclinaison du Leica Q, mais avec un capteur, par exemple, de 24 millions de pixels. Oui, mais il est super intéressant ce capteur, parce que sur le Q, tu peux du coup opter pour des focales... t'as par défaut un 28, qui est une focale que tout le monde ne va pas apprécier, mais du coup, cette définition permet d'utiliser un 35, un 50, voire un petit peu plus, je crois, un 70, 75 peut-être, à une définition intermédiaire. Donc, ça a aussi cet avantage-là, quoi. Bon, bah voilà pour Leica. Lumix, maintenant. Benjamin, Lumix, qu'est-ce qui nous prépare, selon toi ? Écoute, pendant l'émission, Damien, tu nous as parlé du G9 Mark II et combien il était à la pointe au niveau technologique. Ils ont tout mis dedans, c'est vrai. On a l'impression que tout ce qu'ils savent faire en micro 4 tiers est compris dans ce boîtier-là. Ils ont souvent fait ruisseler technologiquement des choses sur les modèles inférieurs. Je me souviens du G90 ou du GX9 vis-à-vis du G9. Donc aujourd'hui, voir débarquer un GX10, appelons-le comme ça, en entrée de gamme micro 4 tiers, je trouve que ça aurait beaucoup de sens. Ouais, enfin ça c'est pour le micro 4 tiers. On va pas oublier le full frame non plus. Alors là-dessus, voilà, hein, Lumix ils ont mis tous leurs efforts là ces dernières années sur la série des S5, mais n'oublions pas qu'il y avait aussi la série des S1 qui a été la première d'ailleurs, hein, lancée par Lumix. Exact. Et moi je vois bien une continuité à cette série-là. Alors peut-être avec un autre positionnement, mais je trouverais ça très surprenant qu'ils abandonnent la série des S1. Donc moi je vois bien un S2 arriver un jour avec quelque chose de différent, alors soit par le form factor, soit par le positionnement de la série des S5 Mark 1 et Mark 2, quoi. J'aimerais être d'accord avec toi, mais je les imagine mal revenir en arrière sur un boîtier plus gros, même si j'ai adoré les S1 et leur allure de tank un petit peu avec un écran LCD supérieur, mais j'avoue que je pense que la perspective d'un S1 Mark II d'un S1 Mark II ou d'un S1R Mark II serait plus compliquée. Par contre, un S5R haute définition, je pense que ça a plus de chances d'arriver un jour. Mais écoute, on est dans Mania Mirma, donc l'avenir nous le dira. Ok, allez, on passe à Nikon maintenant. Eh ben, c'est le Z6 Mark III, je pense que là... Qui aura la fiche technique du ZF. Je pense pas. Mais, enfin, j'ai pas d'infos, hein, mais je pense pas, parce que sinon, je pense qu'il serait déjà là. Le Z6 Mark III, c'est probablement qu'ils doivent attendre quelque chose. Et évidemment, on sait pas, est-ce qu'il y a encore de la place pour un Z7 III, maintenant qu'on a le Z8 ? À voir. Benjamin ? Moi, je vois plutôt arriver un pendant du D500. Chez Canon, on a le R7. Chez Nikon, on attend réellement ça, parce qu'il y a le ZFC en APC, il y a les Z50, etc. Ce sont des boîtiers plutôt grand public, entrée de gamme. On attend le boîtier APS-C expert DX. Bon. On passe à OM System. Damien, selon toi, la suite pour OM System, c'est quoi ? Un renouvellement d'un boîtier avec un port USB-C. Au plus sérieusement, toi, Benjamin, tu vois quoi ?
La logique, ce serait un OM1 Mark II. Mais bon, l'OM1 fait déjà tellement de choses. Moi, je les verrais plutôt pousser un petit peu leur gamme M-Zuico du côté des optiques et continuer à développer. Ils ont initié une belle gamme à f4 avec des grands angles, un transstandard et un télé. Donc, qui développe un peu plus d'optiques aussi plus lumineuses, des focales fixes plus lumineuses. Il y a une optique qui ouvre à 1.2 dans leur gamme pour l'instant. Ils pourraient aller un petit peu plus vers ça aussi. Voilà. Mais difficile de se projeter avec OM System. Ils ont quand même moins de moyens qu'à une époque et on sent que c'est plus au compte-gouttes et en réaction par rapport à ce qui se passe, quoi. Et personne ne parle du PNF. Personne ne veut la suite du PNF autour de cette table. Si, moi je veux la suite du PNF. La question c'est pourquoi. Rappelons ce qu'est le PNF peut-être. pour ceux qui un des plus beaux appareils jamais conçus, un des plus agréables à prendre en main. Un appareil compact qui fait le taf, qui en fait pas trop, mais qui en fait suffisamment. Voilà, ce qu'il faut avec un petit viseur déporté. Bon, bref, je ne m'étends pas plus sur le PNF. On continue avec Pentax et là, on fait un petit pari. Selon vous, quelles seront les 2 focales des 2 premiers compacts argentiques promis par Pentax l'année prochaine? Un 35 mm. Ouais, moi j'ai envie de dire un 28 et un 40. Non, ça voudrait dire qu'on serait proche de l'esprit des Ricoh GR, que j'affectionne particulièrement. Et moi, ce que j'attends plutôt maintenant de Ricoh, c'est un GR monochrome. Parce que je pense qu'ils sauraient faire. Ils ont fait un K3 monochrome APS-C. Il y a un GR. Bon, voilà, j'en dis pas plus, quoi. Ça me paraît évident. Ok, on passe chez Sigma maintenant. Quelle est la prochaine optique ou l'optique qui manque peut-être au catalogue de Sigma? On l'a souvent évoqué à ces micros. Elle n'est toujours pas une réalité. Quand est-ce que Sigma va nous proposer enfin un 70-200-2.8? Damien? Quand est-ce? J'en sais rien. Mais il faudrait. Mais évidemment, c'est ce qui manque, clairement. Ouais, c'est même la seule qui manque, non? Je crois. Ouais, sur les grandes classiques, oui. Après, on pourrait imaginer bien d'autres choses. Mais sur les grandes classiques, ouais. Parmi les plus importantes, ouais. Et après, pourquoi pas les imaginer faire comme ils faisaient à l'époque des réflexes, décliner certaines optiques existantes dans une certaine gamme dans une autre. Je pense au 150-600 Sport, qui pourrait tout à fait décliner en version contemporary, c'est-à-dire un petit peu plus légère, un petit peu moins bien construite, puisque tout le monde n'a pas besoin d'une optique aussi conséquente. Il fait 2,1 kg, je crois, qui est quand même assez volumineuse pour les hybrides. Donc voilà. Mais enfin, franchement, la gamme Sigma, elle est sympa. Moi, je suis un grand fan des e-contemporary. Ouais. Et notamment du 65 mm f2 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et peut-être des optiques macro aussi. Voir un petit peu plus d'optiques macro. Il y a déjà un superbe 105 mm f2.8 dans la gamme Art, mais peut-être en proposer dans les gammes contemporary plus accessibles, pourquoi pas. Ouais, puis ce qui serait chouette aussi, moi je trouve, c'est des super gros télés. Ils en avaient fait un peu à l'époque des réflexes qui étaient magistraux, avec le positionnement tarifaire qu'on connaît comparé aux optiques natives. Mais voilà, un petit 500 mm f4 signé Sigma, je trouve que ça aurait énormément de sens en monture E ou en monture L. Ok, on passe à Sony. Alors Sony sort tellement de produits que c'est très difficile de se projeter, mais bon, quand même, si on lance le pifomètre, on devrait pouvoir supputer quelque chose. Damien, Sony, la suite c'est quoi selon toi? Ouais, donc c'est pas si compliqué que ça parce que le A7S3 aujourd'hui c'est probablement le prochain à renouveler. Et je pense qu'il y a encore de la place pour un APS-C encore plus haut de gamme, je pense. Ah ouais? Ouais, je pense. Ouais. Avec un form factor différent peut-être? Oui, avec un form factor qui serait pas avec un viseur notamment, tu sais, sur le côté qui est tout petit. Moi qui suis porteur de lunettes, c'est vrai que ce viseur-là, pour moi, il est un peu petit. J'aimerais vraiment le gros viseur, en fait, le même boîtier qu'un plein format, mais vraiment, et pourquoi pas un capteur empilé en APS-C, quoi. Bon, ouais, alors ça, oui, ça c'est une piste, j'adhère totalement. De toute façon, pour l'instant, toute marque confondue, l'APS-C vraiment expert, il n'existe pas, parce que même le R7, il n'a pas un viseur dingue, on n'y est pas encore. Par contre, au jeu des prédictions, on peut imaginer très probablement un Alpha 9 III, peut-être, ça pourrait, ou un Alpha 1 Mark II, bientôt, prochaine, en vue des JO. Stratégique, ouais. Voilà, et puis pour faire part d'un souhait, moi j'étais assez fan des RX1
qui étaient des compacts experts Oui. 24-36 avec un 35 mm Zeiss à demeure. Et j'aimerais beaucoup qu'ils sortent aujourd'hui un RX1 avec tout le savoir-faire accumulé depuis. Un bel AF, une belle ergonomie, Achète-tout dans les de beaux menus, calculs. à un tarif beaucoup plus abordable qu'un KQ. Ok, pour terminer, on termine avec Tamron. Damien, que doit faire Tamron dans les mois ou les années à venir? Un 150-600. Un 150-600. Ouais, je pense que vraiment ça manque. C'était quand même une signature forte. dans leur gamme forte, et un 600 mm en animalier. Un 500, c'est un peu juste, quoi. Ouais. Ah ouais, Ok. non, ça, je suis d'accord, on en a parlé pendant l'émission. Ils avaient leur G2 qui était vraiment un très très beau rapport qualité-prix. Et n'oublions pas que parmi les focales fixes, il y avait un superbe 90 mm macro du temps des réflexes. Et franchement, il serait fort bien inspiré, je trouve, de proposer une telle optique, d'autant qu'ils n'ont pas vraiment de focale macro dans leur gamme actuelle. Non, et puis ils font un focus tout particulier. Par contre, c'est sur un effort sur des distances de mise au point minimales Ah oui, les complètement. plus courtes possibles. Alors, on n'est pas dans Au de la rapport macro, 1-2, on est dans de la non. proxy. Mais tous les objectifs Tamron permettent de s'approcher assez près de son sujet. Bon, on va clore Madame Irma 2023 sur ces mots. Messieurs, je vous donne rendez-vous dans un an pour voir si vos prédictions se sont avérées être justes.